Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec David Jayes, directeur d'une agence de conseil et essayiste, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Avant de commencer notre émission à proprement parler, notre enregistrement, je vous rappelle, nous sommes dans la période pendant laquelle il faut penser aux dons défiscalisés pour les revenus de l'année 2025 et c'est vraiment le moment. N'hésitez pas, soutenez-nous et vous êtes défiscalisé à la hauteur de 66%. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Sommes-nous en guerre avec la Russie ?» Il est chapeauté ainsi, c'est une situation inédite, quelque chose de nouveau et de dangereux selon les mots de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la Russie multiplie les actes hostiles en territoire européen et particulièrement en France. Quelle est cette nouvelle forme de conflictualité ? Notre pays est-il particulièrement visé et si oui, pourquoi ? Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 2 novembre, on peut déjà s'y inscrire. Et mercredi, nous mettrons en ligne un nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », au cours duquel, comme nous nous sommes intéressés naguère aux influenceurs et aux influenceuses avec Sophie Cazot, nous nous intéresserons au réseau social LinkedIn avec Stéphane-Antoine Terrenne, ancien cadre de ce réseau. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous d'abord maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus pour notre conversation, celui du vol au Louvre et de la protection du patrimoine. Au musée du Louvre, dimanche dernier, une série de bijoux datant du 19e siècle ont été dérobés en quelques minutes par plusieurs malfaiteurs dans la galerie d'Apollon. 8 pièces manquent à l'appel. Le butin était estimé à 88 millions d'euros par la directrice du musée. La couronne de l'impératrice Eugénie, d'abord volée, a été retrouvée près du site. Très fréquenté, le musée a accueilli 8 700 000 visiteurs en 2024. Il s'étend sur 73 000 mètres carrés et contient environ 35 000 œuvres issues de collections du monde entier. Le dernier vol recensé au Louvre a eu lieu en 1998. C'était une toile de Corot, volée en pleine journée et jamais retrouvée. Lors de son audition au Sénat, la présidente du musée, Laurence Descartes, a indiqué qu'aucune caméra ne couvrait le balcon de la galerie d'Apollon où sont passés les braqueurs, mais a refusé tout retard dans la mise en œuvre du plan de sécurisation, contestant les observations de la Cour des comptes. Elle a confirmé avoir présenté sa démission refusée par la ministre de la Culture et a sollicité le ministère de l'Intérieur pour étudier la possibilité d'installer un commissariat de police à l'intérieur du musée. Alors que le Louvre a rouvert ses portes mercredi matin, The Economist rappelle, études scientifiques à l'appui, que le vol d'œuvres dans les grands musées est presque une routine. On en recense 40 dans le monde depuis 1990, majoritairement en Europe. Dans quasiment un cas sur 5, la valeur des objets dérobés dépasse les 100 millions d'euros, avec un record 450 millions d'euros pour le Van Gogh du musée d'Amsterdam en 1991. Moins d'une fois sur deux, les œuvres volées ont finalement été récupérées. La portée symbolique de ce cambriolage n'est pas sans rappeler pour le Figaro celui de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 ou du vol de la Joconde en 1911. L'incendie de Notre-Dame avait mis en lumière la vulnérabilité d'autres édifices religieux. Un plan sécurité avait été lancé en 2020 pour les 87 cathédrales dépendantes de l'État qui ont renforcé depuis leur dispositif de sécurité par des formations au secours, des caméras thermiques et des portes coupe-feu. Selon la Direction nationale du renseignement territorial, 401 faits antichrétiens ont été recensés entre janvier et juin 2025, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période en 2024. Sur cette question, Michaela Wiegel.
Oui, j'ai envie de m'arrêter un moment au vol spectaculaire au Louvre où je dirais rien ne va. Cette fameuse galerie d'Apollon a été rénovée en 2019 quand a lieu un autre vol très spectaculaire à la voûte verte de Dresde où une bande a dérobé des trésors avec une valeur encore plus importante. On aurait pu penser que ce vol spectaculaire 2019, pendant les travaux de rénovation, serait pris en compte dans la mise à jour des mesures de sécurité. On a commencé à remplacer le parquet pour installer dans la galerie d'Apollon des nouveaux alarmes et on a remplacé aussi les vitrines existantes qui avaient un mécanisme assez astucieux pour que dès que l'alarme s'est déclenchée, les bijoux tombent en quelque sorte dans une sorte de coffre-fort par des vitrines fabriquées par un fabricant grec qui avait auparavant apparemment aucune expertise dans ce domaine qui, soi-disant, était plus moderne et plus sûr. Alors, on a vu que ce n'était pas le cas. Et je crois que ce qui ne va pas, c'est... Là, on écrit un nouveau chapitre de la trahison des élites. En tous les cas, c'est perçu comme ça qui en cours en France depuis un certain moment et qui à mon avis, responsable de l'essor des populistes de tous bords. C'est-à-dire, à l'évidence, les mesures de sécurité n'ont pas fonctionné, mais tous les responsables, de la ministre de la Culture à la directrice du musée jusqu'à la directrice de la sécurité, nous assurent que tout a parfaitement fonctionné. Alors... on voit bien que les vitrines n'ont pas résisté. Est-ce que c'était parce que on a même pas envisagé ce moyen d'ouvrir avec une disqueuse ces vitrines. On a vu aussi que l'organisation même de la sécurité avec des vigiles qui ne sont pas formés pour intervenir, mais qui sont seulement formés pour sécuriser le public et avec aucune présence policière dans la salle, il y a quand même des questionnements, mais on a l'impression qu'on veut étouffer les débats. Et un dernier aspect que j'aimerais mentionner, c'est aussi l'histoire troublante de la France avec ces bijoux de la couronne, parce que, comme on le dit probablement pas assez souvent, la République, la jeune République, a vendu en 1887 une bonne partie de ces trésors de la couronne. Et les Amis du Louvre, donc cette société des Amis du Louvre, a racheté à partir des années 80, avec notamment des dons des riches héritiers, une bonne partie de ces bijoux qui étaient aujourd'hui dérobés. Et ça montre quand même aussi ce manque de protection de ces bijoux montre pour le moins la relation ambiguë de la République avec ces trésors qui, à eux seuls, symbolisent tout un pan de l'histoire de la France. Je voudrais juste mentionner brièvement la fameuse broche reliquaire qui était sertie de diamants venant de Mazarin, avec le bouton du juste au corps de Louis XIV, que plus tard, Marie-Antoinette, la reine Marie-Antoinette avait porté comme boucle d'oreille. Donc, on ne peut pas faire plus objet historique et en même temps, on se demande pourquoi la protection n'était pas plus forte. Marc-Olivier Balis. Oui, moi j'ai essayé de me garder pendant toute cette semaine de commentaires de cette atmosphère cyclotimique qui semble caractériser aujourd'hui le débat français et même parfois bipolaire où on passe d'un excès à l'autre. Et ce qu'on avait déjà vécu au moment de l'incendie de Notre-Dame, comme vous l'avez rappelé Philippe, et au moment de la réouverture, une fierté légitime
de voir l'extraordinaire travail qui avait été fait. Mais il y a quelque chose de fatigant dans ces hauts et ces bas de l'humeur française où tout d'un coup, là, cette semaine, on est vraiment plus bas que terre. Tout semble mis en cause dans le modèle français. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire des bijoux, c'est la dimension politique, c'est-à-dire si on peut avoir un attachement pour ces pièces, au-delà de leur qualité artistique intrinsèque, c'est qu'elles donnent un sentiment de continuité de l'histoire de France, alors que c'est aussi une histoire de rupture. Et donc, je trouve que les bijoux illustrent bien à la fois continuité et rupture. Alors, continuité, pourquoi ? D'abord parce que le trésor royal, d'abord, a été constitué au fil des années et des siècles, avec un premier dépôt de François Ier de 8 pierres, et ensuite c'est Mazarin, qui est très collectionneur de pièces, qui initie Louis XIV, et Louis XIV voit le prestige qu'on peut en tirer, donc il développe énormément la collection. Et ensuite, c'est évidemment Napoléon qui est à la recherche d'une nouvelle légitimité pour instaurer un nouveau pouvoir, voit l'avantage qu'il peut y avoir à utiliser l'apparat. Et d'ailleurs, il rachète le trésor qui avait été mis en gage par la Convention pour payer les dettes françaises, et il développe extraordinairement le fonds des diamants. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonds, ce sont des pièces, comme l'a dit Michaela, les pièces en fait sont sans cesse montées, démontées, remontées, et donc on voit par exemple un des diamants les plus prestigieux de cette collection qui s'appelle le Régent, qui est un des plus qui n'a pas été volé. Non, lui qui n'a pas été volé, était sur la couronne de sacre de Louis XIV et ensuite sur l'épée de sacre de Napoléon. Donc on voit que toutes les pièces sont transformées, défaites, reprises. Par exemple, la couronne du sacre de Charles X a été défaite pour faire la couronne du sacre de Napoléon III, qu'il n'a pas mis sur la tête. Mais la couronne de l'impératrice Eugénie, celle qui a été retrouvée immédiatement, est une copie en plus petite de la couronne de Napoléon III, qui, elle, a été fondue, comme l'a dit Michaela, en 1887, au moment de la vente par les Républicains. Donc cette histoire de continuité, elle est quand même assez complexe. Et je dois dire, je me réfère ici largement à un livre que Nicole Niesotto avait recommandé au début de l'année, de Laurence Cosset, qui s'appelle Briller, qui est une histoire politique de la joaillerie française. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, qui est tout à fait passionnant. Mais c'est aussi une histoire de rupture. Alors, première rupture, pendant la Révolution française, 1792, les joyaux de la couronne sont exposés dans le garde-meuble royal qui occupe l'hôtel de la Marine. Et pendant 5 nuits de suite, cet hôtel royal est cambriolé. Et toutes les pièces, il y avait 9000 pièces précieuses qui ont été dérobées. Et parmi ces pièces, le Régent, que j'ai mentionné déjà, qui a été retrouvé tout de suite, et aussi le diamant bleu qu'on n'a pas retrouvé et dont on pense qu'il a été retaillé en Grande-Bretagne et qui s'appelle maintenant Hope et qu'il est exposé à Washington, à l'Institut Smithsonian. Et puis deuxième grande rupture, c'est effectivement la République qui ne sait pas quoi faire de ses trésors, donc qui avait quand même été extraordinairement enrichi par Napoléon et Napoléon III, parce que en 1792, on comptait 9000 pièces, et là, on parle de 77 486 pierres. Donc, c'était quand même une des plus grandes collections d'Europe. Et donc, les Républicains ont voté en 1886 et mis en place cette vente en 1887. Et donc, certaines pièces ont été mises de côté, mises au muséum aussi d'histoire naturelle, et d'autres rachetées, comme l'a dit Michaela, par les Amis du Louvre. Et donc, on voit bien que cette histoire politique est très intéressante parce que la République ne sait pas vraiment quoi faire de ce trésor. Et en même temps, c'est un trésor fatalement où les bijoux, comme le fait remarquer Laurence Cosset dans son livre, on dit le diamant est éternel. Mais le diamant, il ne cesse de disparaître, d'être volé, d'être caché, de réapparaître, d'être retaillé. Et donc, c'est aussi une histoire des transformations de ces pièces. On peut ajouter que l'intérêt
soudain et considérable pour la galerie d'Apollon, pour ceux qui y sont déjà allés, ne paraissait pas J'allais faire la même absolument remarque. celui du public. C'est un des endroits du Louvre où on est à peu près sûr d'avancer en tranquillité. Nicolas Bavrez. Alors, comme on vient de le dire, ce ne sont pas seulement 88 millions d'euros de bijoux qui ont été dérobés, mais un vrai pan d'histoire de France et les ultimes vestiges de ce trésor qui avait passé de la monarchie jusqu'à la République en passant par l'Empire. Ce qui est extrêmement choquant, comme on l'a dit, c'est que quand on regarde les responsables, ils disent tous que tout a fonctionné. Tout a fonctionné, j'allais dire, quand on se fait voler 88 millions, quand tout fonctionne, c'est vrai qu'on se demande ce qui se serait passé si tout ne fonctionnait pas. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que, et ce qui est très intéressant dans les explications données, c'est qu'elles sont parcellaires. Et on voit très bien qu'il manque le principe de base de la sécurité, c'est que c'est un système de sécurité qui doit fonctionner. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de surveillance des approches du Louvre, et puis rien n'était connecté, et donc on aboutit à cette catastrophe. Et le rapport de la Cour des comptes, par ailleurs, souligne que l'équipement, par exemple, en caméra du Louvre est pratiquement inexistant à l'extérieur, très insuffisant à l'intérieur, et surtout, il y a plusieurs systèmes. Donc aujourd'hui, il faut être clair, ce qui ressort, c'est que le Louvre n'a pas de système de sécurité. Et que l'idée de compenser ça par l'installation d'un commissariat dans le musée, comme il a dit, a été proposée par la directrice, est proprement lunaire. L'autre chose à rappeler quand même, c'est que théoriquement, on a un projet de modernisation du Louvre qui porte sur 700 à 800 millions d'euros, mais en réalité, il n'y a aucune préoccupation pour les œuvres et pour la sécurité. Alors que ce musée fuit, alors qu'il n'est pas... On veut créer une nouvelle entrée, on veut creuser sous la cour carrée. Bref, une fois de plus, les présidents de la République veulent faire des gestes, mais on ne s'occupe en réalité ni du musée, et surtout, on ne s'occupe absolument pas des œuvres. On est dans la starification de la culture. Autre chose, c'est que un des mots qui a été dit, c'est que c'était un incident. Et ça n'est pas acceptable non plus. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la série des vols, on voit qu'on n'a pas du tout affaire à un incident isolé. C'est une série. On a eu l'incident de Notre-Dame, vous l'avez rappelé. On a eu l'incident de la cathédrale de Nantes. Et sur les musées, on a eu, il y a quelques semaines, 6 kilos d'or dérobés au musée d'histoire naturelle. On a eu Limoges, Cognac-Jay, Paray-le-Monial, Fontainebleau, Fourvière. Donc, on voit que là encore, les gens ne veulent pas voir, mais il est clair que les musées sont devenus une cible prioritaire du grand banditisme. Et pour une raison claire, comme on a dit pour les vitrines, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller dérober des bijoux historiques dans une vitrine du Louvre que chez un bijoutier de la place Vendôme, où les mesures de sécurité sont autrement plus importantes. Donc, qu'est-ce que ça prouve derrière ? Il faut voir que le patrimoine, c'est évidemment ce qu'on a dit pour nous, c'est une partie de notre histoire et c'est sûrement une partie du contrat politique et social des Français. C'est aussi une force économique considérable. Il y a 2 grands pays de patrimoine, l'Italie et la France. On a la chance, qui nous vient de notre histoire, de faire partie de ces 2 pays. Le tourisme, c'est 8% du PIB. C'est 82 milliards de recettes qui viennent des étrangers. Et pourquoi les étrangers viennent ? Ils viennent certes pas uniquement pour la bonne humeur et la gentillesse des Français, ils viennent essentiellement pour le patrimoine. Donc, en le délaissant comme on le fait, par ailleurs, on sacrifie un pan de notre économie et l'image déplorable qui est donnée à l'étranger, par ailleurs, qui se rajoute à nos problèmes financiers et à nos problèmes politiques, ne va pas certainement aider. Et je voudrais vraiment finir par ça, c'est que derrière, c'est exemplaire vraiment de ce qui se passe d'abord. Un effondrement de l'État qui renonce à ses missions, le principe d'irresponsabilité illimitée, une fois de plus, personne n'est responsable et tout a marché épatamment. Et la dernière chose, sur la culture quand même, ça montre l'incroyable corruption qui a eu lieu. On ne parle que de restitution, on veut prêter la tapisserie de Bayeux, bref, tout le monde s'occupe de faire des gestes et on a complètement oublié la mission première. La mission première, c'est d'être au service des œuvres.
Et ça a été totalement perdu par la politique culturelle. C'est perdu d'un point de vue budgétaire, mais c'est surtout perdu dans, j'allais dire, la ligne de conduite, la philosophie de la culture. Et ça se traduit par l'effondrement des crédits du patrimoine. Mais même la conception même a été complètement biaisée. Et tout le monde se moque de ce mot de conservateur. Je crois qu'il avait beaucoup de noblesse, l'idée que... parce que ça vient de notre histoire et qu'on a cet héritage extraordinaire dont on a cette chance et on n'a pas fait grand-chose pour ça, mais on n'est même pas fichu de le maintenir et de le transmettre aux générations d'après. David Jays. Bon, d'abord, essayons d'être positif, si cela est possible. C'est la première fois depuis longtemps que l'opinion publique française s'intéresse aux bijoux de la couronne et à la joaillerie royale. Parce que contrairement à l'Angleterre, où les bijoux sont gardés dans la tour de Londres par un yeoman et font partie, là pour le coup, vraiment du contrat social et politique, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure, je n'ai pas le souvenir, pour y être passé plusieurs fois, que cette aile du Louvre fut la plus visitée, ni par les visiteurs français, ni par les visiteurs internationaux. Deuxième remarque, il faut traiter, même si notre imaginaire est saturé par des histoires de cambriolage de grands musées, de Arsène Lupin, de Raymond Leblanc, à la série Maurice Leblanc, pardon, à la série Netflix éponyme, assez médiocre d'ailleurs, avec un personnage principal joué par Omar Sy. Il ne s'agit pas ici de cambriolage d'esthètes. On a dans notre imaginaire l'idée de grands collectionneurs un peu fous qui, au fin fond de leur château, cherchent à récupérer des pièces rarissimes dans des musées et mandatent pour cela des gentlemen cambrioleurs. Là, on a vraiment, je crois, affaire à de la criminalité organisée, très précise, très efficace. Et il faut traiter cette affaire comme une affaire de criminalité organisée et peut-être internationale. Une opération qui s'est déroulée en 7 minutes, un dimanche matin. Je rappelle que le dimanche, entre 5h et 13h, c'est le moment où il y a le moins d'effectifs de police qui sont positionnés sur la préfecture de police de Paris, pour une simple et bonne raison, c'est que les effectifs de police sont très fortement mobilisés le samedi soir et la nuit du samedi à dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de noctambules, beaucoup de soirées, beaucoup de débordements. Et donc, le dimanche matin, tout le monde le sait dans le monde du ministère de l'Intérieur, c'est le moment où il y a le moins d'effectifs de police. Une opération donc extrêmement précise et qui résonne avec d'autres cambriolages de grands musées qui se sont déroulés. Michaela faisait référence au musée de Dresde. En réalité, il y a eu une quarantaine de cambriolages de grands musées ces 10 dernières années et on a probablement affaire à des réseaux organisés, probablement transfrontaliers. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut porter l'enquête, même si je ne m'aventurerai pas, comme l'a fait François Hollande, à suggérer que les Russes puissent être derrière, à moins qu'il ait des informations que nous n'avons pas. Je pense que cette affaire doit d'abord être traitée comme une affaire de criminalité. Et donc, derrière, les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre sont des politiques de protection contre la criminalité et contre le grand banditisme. Et effectivement, on peut être surpris par l'amateurisme qui se donne à voir ici et là, l'absence de caméras sur le balcon, la faible protection des vitrines, le fait que les bijoux soient exposés en permanence alors qu'il y a plein de systèmes dans lesquels on a une exposition intermittente et on remet les bijoux au coffre, l'absence de marquage physico-chimique des objets. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aussi porter le débat, parce que, comme l'a dit Marc-Olivier, c'est bien de faire les gorges chaudes sur cet événement en faisant une humiliation pour notre psyché nationale. De toute façon, tout ce qui se passe en France, tout fait divers désormais est vécu comme une humiliation pour notre psyché nationale. Ça en dit long sur l'état de névrose. Notre psyché nationale. Exactement, ça en dit long sur l'état de notre psyché nationale. Mais je pense qu'il faut d'abord regarder les choses posément et en faire une question de sécurité. Et c'est vrai que la politique publique muséale de ces dernières années a beaucoup fait la place à la communication, beaucoup fait la place à la gestion des flux de visiteurs. Le musée du Louvre est le musée qui attire le plus de visiteurs dans le monde et on a énormément investi dans l'accueil, la signalétique, les flux de visiteurs. Il ne faut pas oublier que, comme son nom l'indique, le métier d'un conservateur de musée, c'est d'abord de conserver des œuvres et de les protéger.
Michaela Wiegel? Oui, alors je sais rien sur l'origine des malfaiteurs, mais il y a quand même un petit fait troublant et on se demande s'ils n'étaient pas lecteurs de Maurice Blanc parce que l'histoire de ce vol commence à Louvre avec un S, où a été dérobé un camion, le fameux camion avec la nacelle, qui en plus est fabriqué en Allemagne. Et donc, de Louvre avec un S, ces malfaiteurs ont utilisé ce camion, ce qui n'a pas empêché le fabricant allemand de faire une campagne de pub assez provocateur, en disant quand on doit aller vite, il faut acheter ce genre de camion. Mais je voulais aussi dire quelque chose sur une réaction qui m'a paru typiquement française. On a dit tout de suite, oui, c'est la faute à pas assez de personnel dans le Louvre, alors que ce débat qui revient tout le temps, qu'il n'y a pas assez d'employés, empêche le véritable débat, c'est-à-dire est-ce que la doctrine d'emploi était la bonne? Parce qu'il y avait 5 gardiens dans cette salle, mais à partir du moment où ils ne sont pas censés intervenir, où ils ne sont pas armés pour intervenir, ça ne sert à rien d'avoir 20 personnes dans la salle, parce que s'ils ne sont pas formés, ça ne sert à rien. David Jayes? J'ajoute juste d'un mot que j'ai plusieurs amis qui sont des conservateurs de musées dans des villes moyennes, comme Agen, Béziers, Amiens, et eux sont très inquiets de cet événement, parce qu'il y a de véritables trésors aussi. Il y a 5 toiles de Goya au musée d'Agen, par exemple. On a retrouvé aussi dans des petites églises des trésors inestimables, une toile de Rembrandt représentant Jésus au Mas d'Agenais, pas loin d'Agen. Et ça, c'est des trésors absolument exceptionnels, et ces musées-là, évidemment, sont bien moins protégés que le Louvre. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est le mouvement No Kings aux États-Unis. De Washington à San Francisco, en passant par New York, Tampa ou Los Angeles, le 18 octobre, dans 2700 villes, près de 7 millions d'Américains ont manifesté pacifiquement contre Donald Trump et son usage autoritaire du pouvoir. Mouvement lancé par un collectif de 300 associations regroupées derrière le slogan « No Kings », pas de roi. Ce collectif de défense des libertés civiles, dont certaines sont proches du Parti démocrate, annonce la couleur sur la page d'accueil de son site internet, le site qui coordonne les manifestations. Pas de trône, pas de couronne, pas de roi, le pouvoir appartient au peuple. Le mouvement, qui dit vouloir s'opposer aux abus de pouvoir, déplore l'envoi d'agents militarisés dans des villes démocrates et les cadeaux aux milliardaires. Il entend défendre la démocratie face à la dictature. Dans les cortèges, les manifestants qui revendiquent la défense des valeurs américaines ont concentré leurs critiques sur les attaques contre la liberté de la presse, le droit de vote des minorités ou la séparation des pouvoirs. Le déploiement de la garde nationale dans plusieurs villes américaines, ainsi que les rafles opérées par la nouvelle police anti-immigration, nourrissent l'indignation. Cette deuxième contestation d'ampleur a été 3 fois plus suivie que des événements similaires à la mi-juin. Né de la société civile, ce mouvement a reçu le soutien public de plusieurs personnalités politiques. Il a été notamment relayé par l'ancienne candidate démocrate Kamala Harris. Dans les cortèges, on a pu voir le leader de l'aile gauche démocrate Bernie Sanders, le sénateur de New York Chuck Schumer. Le mouvement a été également soutenu par des artistes comme Robert De Niro. Et cette nouvelle journée de mobilisation survient en pleine paralysie budgétaire de l'État fédéral, alors que Donald Trump a déployé des militaires dans plusieurs fiefs démocrates pour, selon lui, lutter contre l'immigration illégale et la criminalité. La droite a fustigé un mouvement de haine de l'Amérique, tandis que plusieurs membres de l'administration Trump ont accusé les manifestants d'être des extrémistes. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a ainsi jugé que le mouvement était animé par des partisans du Hamas et des Antifa. C'est un qualificatif qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites. Le président Donald Trump ayant récemment signé un décret qui classe le mouvement Antifa comme une organisation terroriste. À ses yeux, ce mouvement serait une entreprise militarisée et anarchiste qui appelle explicitement au renversement du gouvernement des États-Unis. Et en réponse à ces manifestations, Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, une vidéo réalisée grâce à l'intelligence artificielle où on le voit aux commandes d'un avion, la tête coiffée d'une couronne,
en train de bombarder des cortèges de manifestants avec divers excréments. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, on voit bien que les garde-fous qui avaient fonctionné lors de son premier mandat ne fonctionnent plus. Et ce qui était spectaculaire, c'était finalement l'absence de réaction. Donc le Parti démocrate a complètement disparu en raison des erreurs qu'il a commises avec Joe Biden et puis de son soutien au mouvement woke qui a été catastrophique. Et finalement, les seules réactions venaient des marchés financiers, de la résistance de la Fed, le Wall Street Journal et Harvard. Mais les citoyens, la société américaine étaient complètement apathiques. Et de fait, le 18 octobre, on a quand même eu 7 millions d'Américains qui ont participé à 2700 rassemblements. Et le mot d'ordre, c'est No King's Day, mais en réalité, derrière ce mot d'ordre, on voit bien que le problème, c'est pas la monarchie, parce qu'on peut avoir des monarchies qui sont des États de droit, il suffit de regarder le Royaume-Uni. Le problème, c'est la démocratie. Et donc, c'est la rupture, c'est la sortie du monde tocquevillien, le divorce de l'Amérique avec la démocratie. Est-ce que cette préoccupation est fondée ? Je crois que oui, et qu'elle déborde d'ailleurs le problème des États-Unis. Aujourd'hui, il faut être clair, Donald Trump organise une démocratie libérale, et il organise une démocratie libérale autour du basculement d'un État de droit à un système d'allégeance personnelle. Donc, la Constitution n'est plus respectée, il accapare les pouvoirs du Congrès, de la justice. On a des choses extravagantes avec convoquer 800 généraux pour leur expliquer que maintenant la priorité de l'armée américaine n'est pas de répondre à l'avance technologique et aux menaces de la Chine, de la Russie ou de l'Iran, mais que le premier ennemi est intérieur et que les villes démocrates doivent devenir le terrain d'entraînement de l'armée américaine. C'est extravagant. Sur le fonctionnement de l'État, il y a un système d'allégeance personnelle et à l'inverse, une vendetta également personnelle où John Bolton, James Comey, l'ancien patron du FBI, Madame Monaco qui avait engagé des poursuites, qui est maintenant chez Microsoft et dont le président des États-Unis exige qu'elle soit licenciée. Donc, on est dans un univers, et c'est là où il y a quand même un côté monarchique, c'est qu'il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de droit, il y a la volonté d'un homme et une confusion complète entre une personne et l'État. Derrière, il y a le problème des oligarques et le retour aux barons voleurs qui sont maintenant ceux de la technologie et de la finance, avec un régime d'élite d'initiés permanents, des interventions directes dans l'économie et enfin une confusion. Et là aussi, on peut parler quand même d'un côté monarchique, c'est qu'on parlait tout à l'heure des bijoux de la couronne, une confusion complète entre les affaires privées de la famille Trump et les affaires de l'État. On a vu le président des États-Unis dans le Golfe terminer sa tournée sur une tribune triomphant avec les familles régnantes pour expliquer qu'il avait vendu 2 tours Trump et que les familles régnantes du Golfe allaient massivement investir dans le coin, la monnaie numérique de la famille du président, ou encore donner des conseils sur des placements boursiers en annonçant un certain nombre de mouvements. Enfin, tout ceci est avec un désarmement complet. Il n'y a plus d'autorité boursière qui fonctionne. Tout ceci est extravagant. C'est la même chose dans le monde, j'irai plus vite, mais avec Trump, c'est la force qui prime le droit. On en a là encore une manifestation extravagante sur l'Argentine, où Trump a conditionné 20 milliards de dollars d'aide à l'Argentine au fait que les Argentins votent pour Milei. On peut avoir l'opinion qu'on a de Milei. Moi, je trouve plutôt que ces réformes sont intéressantes, mais il est absolument... ce qui se passe est inouï. On ne peut pas avoir un dirigeant d'un pays dont le camp et la victoire aux législatives est conditionné par le bon vouloir de Donald Trump. Et sur tout le reste du monde, on voit que sur les obsessions de Trump, qui sont
le climat, la diversité, le numérique. Maintenant, on a des exemples récents sur l'organisation mondiale qui s'occupe du transport maritime. Trump a expliqué que tout pays dont les ports mettraient des mesures anti-pollution se verrait frappé par des droits supplémentaires sur les ports américains et le refus des visas. Sur l'Organisation mondiale des brevets, tout pays qui mettrait en place des mesures visant les GAFAM serait sanctionné par 100% de droits de douane. Et on peut prendre de multiples exemples comme ça. Donc, ce qu'on est en train de laisser faire est inouï. Alors, à partir de là, la rupture de l'Amérique avec la démocratie, elle est réelle. Je pense qu'elle est en grande partie irréversible, parce que ce qui faisait le caractère unique de ce pays, c'est-à-dire que d'emblée, c'est la seule nation qui avait été fondée autour de la démocratie et la liberté politique. Ça, maintenant, ce fil indissociable, il est bel et bien rompu. Ça ne veut pas dire que le Trumpisme restera pour l'éternité et que peut-être que l'Amérique arrivera à sortir de ce mouvement populiste et de cette démocratie libérale, mais en tout cas, cette histoire unique, elle est aujourd'hui cassée. Et bonne nouvelle, si vous voulez, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au bout du bout, la seule réaction possible, le seul vrai garde-fou quand il se passe ça, c'est le citoyen, c'est l'électeur dans une démocratie. On voit avec la Pologne combien c'est difficile de sortir du populisme. Ça va prendre beaucoup de temps pour les Américains, mais on a sans doute vu le premier signal. Et la dernière conclusion, c'est que pour l'Europe, la politique qui est conduite notamment par Mme von der Leyen est un scandale. C'est-à-dire l'alignement, la soumission, le fait que Mme von der Leyen participe à cette allégeance personnelle à Donald Trump, c'est inacceptable. C'est une énorme faute stratégique de s'aligner sur ce pays et de se mettre dans une situation où nous devenons l'otage également de ce président des États-Unis dont il est clair qu'il n'a plus rien à voir avec le président élu d'une démocratie. Lord Acton disait que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. L'Amérique de Trump, elle est absolument corrompue et la priorité pour nous, c'est de nous dérisquer et de nous en éloigner et de construire un système autonome, quitte d'ailleurs à devoir discuter avec les Chinois, les Indiens, les Sud-Africains ou les Brésiliens. David Joyce. Oui, c'est quand même un paradoxe que le pays absolument leader de la démocratie libérale, dont le contrat social s'est construit sur le rejet du pouvoir absolu, le pays qui a sacralisé la maxime « le pouvoir arrête le pouvoir », qui s'est construit dès 1776 sur le rejet de l'arbitraire royal, qui s'est construit sur les checks and balances, donc sur la séparation des pouvoirs, connaissent un glissement dans le monde démocratique exécutif, voire autoritaire, sans égal et sans précédent. Il y avait une réflexion très intéressante dans une émission de réplique de Gilles Gressani, le directeur du Grand Continent, qui disait finalement Donald Trump, il ressemble un peu au Gorbatchev de la perestroïka, c'est-à-dire qu'il admire les régimes politiques qui sont normalement les adversaires de l'Amérique et de l'Occident, c'est-à-dire les pays autoritaires, les pays du Golfe, la Chine, les pays qui sont dirigés par des tyrans ou des autocrates. Et le système que Donald Trump est en train d'installer aux États-Unis, ça n'est pas simplement un système de glissement exécutif. C'est un système, effectivement, Nicolas l'a très bien dit, d'allégeance, d'accaparement du pouvoir, de mise au pas, y compris de l'appareil politique républicain. Regardez Mike Johnson, le speaker de la Chambre, il est à la botte de Donald Trump. C'est-à-dire que la majorité républicaine à la Chambre des représentants est tétanisée par Donald Trump, parce qu'en plus, ces gens, en privé, ne se cachent pas de dire tout le mal qu'ils pensent de Donald Trump et des agissements de la petite clique qu'il y a autour de lui. Mais publiquement, ils ne peuvent rien faire. Ils sont écrasés par sa popularité dans la base électorale républicaine. Et au-delà de cette mise au pas de l'appareil républicain, on voit avec les déploiements de garde nationale dans des grandes villes américaines, en particulier dans des États gouvernés par des démocrates, qu'il y a des lignes rouges qui sont franchies. Ce que révèle aussi le succès de cette mobilisation, c'est quand même la plus grande manifestation populaire
aux États-Unis, plus de 7 millions de personnes dans la rue, c'est la désintégration totale du Parti démocrate. Pas de doctrine, pas de véritable leader, même si Gavin Newsom est en ce moment le plus visible et le plus vocal, mais il n'y a pas de leader qui s'impose à la tête du parti ou au sein du Parti démocrate pour être vraiment l'opposant à Donald Trump, et des divisions fondamentales sur des questions aussi différentes que le wokisme, la Palestine, l'économie. Ce qui fait que l'opposition à Donald Trump n'est pas prise en charge par la force politique qui, normalement, devrait la prendre en charge. Et donc, on en revient à une forme de mobilisation qui avait été très bien analysée par Charles Tilly, notamment dans son livre qui s'appelle « Quand la France conteste » ou « France in Contest », qui est le charivari. Parce que les mobilisations No Kings, les manifestants le disent eux-mêmes, carnival, not carnage. C'est du carnaval. On se déguise, on rit, c'est joyeux. Et on peut se demander si c'est aussi vain que c'est joyeux. C'est-à-dire que la manifestation humaine est impressionnante. Ça prend une forme prémoderne qui fait penser au charivari ou au débordement de carnaval. Mais est-ce que le fait que ça prenne une forme prémoderne ne condamne pas cette mobilisation à l'échec ? Au sens où, dans une démocratie, les véritables contre-pouvoirs se construisent dans les États fédérés, dans les actions en justice, dans l'organisation partisane, dans les mobilisations et les manifestations sociales plus traditionnelles. Et donc, il se pourrait que ce mouvement massif, sympathique et joyeux nous rassure quant au fait qu'il y a quand même encore une grande partie de l'Amérique qui est attachée aux principes démocratiques, mais nous inquiète quant au fait qu'il n'y a pas d'opposition structurée pour résister aux menées de Donald Trump. Michaela Wiegel. Oui, je pense effectivement ce qui est le plus caractéristique de ce mouvement No Kings, c'est qu'il n'y a pas de leader identifié et qu'il n'y a pas d'agenda identifié. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on voit énormément de drapeaux américains. Et pour les observateurs, le plus frappant, c'est que souvent, la majorité des gens qui ont pris la rue, c'était des gens qui voulaient défendre leur Amérique. Et c'est intéressant que le speaker que David venait de mentionner, Mike Johnson, a appelé ce mouvement le mouvement The Hate America Rally, donc le mouvement de ceux qui détestent l'Amérique. Et c'est assez frappant parce que c'est vraiment la caractéristique des régimes autoritaires de déclarer tous ceux qui opposent leur propre politique comme non pas des patriotes, mais des gens qui trahissent en quelque sorte leur patrie. Et donc c'est assez inquiétant de voir ce premier pas de sortir de la passivité, mais aucune structuration de ce mouvement avec un parti démocrate effectivement qui reste très peu visible. On peut aussi dire ce qui est frappant. On pensait toujours que dans le régime des checks and balances, le fédéralisme jouait un grand rôle parce qu'à la différence de la France, les États-Unis sont quand même 50 États fédéraux avec des pouvoirs assez grands. Mais on a mentionné le gouverneur de la Californie, mais on n'a pas l'impression que les États démocrates ou même les États républicains, mais qui ne sont pas en ligne avec Trump, jouent un contre-pouvoir dans ce système de l'Amérique. Alors, il y a un exemple qui est pour moi le plus frappant, c'est vraiment le fait que le président décide de détruire toute l'aile est de la Maison-Blanche. Alors, je crois qu'il faut savoir que la Maison-Blanche, c'est pas comme le palais de l'Élysée. C'est vraiment considéré par la majorité des Américains comme le palais du peuple qu'on visite tous les jours. Normalement, il y a des visites et les présidents américains jusque-là étaient juste des résidents et non pas les propriétaires. Et Donald Trump, en rêvant publiquement tout le temps de sa salle de bal, a bien sûr informé le public, mais il n'a jamais dit publiquement qu'il allait
raser une bonne partie de la Maison-Blanche pour construire quelque chose qui sera en mètres carrés plus grand que la Maison-Blanche même. Je trouve encore modéré les réactions aux États-Unis sur ce forfait parce qu'en plus, il dit ça va rien vous coûter, je le paye et ce sont des donateurs qui le payent. Alors, ça rend la chose quand même encore plus obscure puisque on a l'impression que l'Amérique se vend à des entreprises privées qui investissent dans ce qui est quand même la Maison Blanche est blanche pour signaler de par sa couleur aussi la lumière de cette démocratie qui voulait surtout pas être comme ces vieilles démocraties européennes corrompues, menées par des gens qui avaient dans leur tête encore la monarchie. Et ce passage à quelque chose de vraiment oligarchique dans le sens propre est quelque chose de très, très frappant. Et je crois qu'on voit là les effets pervers d'une société dont les structures démocratiques étaient en quelque sorte subverties par le capitalisme. C'est-à-dire, tout est finalement question d'argent. Et ça explique pourquoi des grandes universités, à l'exception de quelques-unes, pourquoi des grandes entreprises, les law firms, des grands cabinets d'avocats, pourquoi des grandes entreprises tout court se sont finalement tous soumis par peur de ne pas supporter les conséquences financières. Marc-Olivier Padis. Tout d'abord, 2 remarques sur les manifestations. Vous avez rappelé les chiffres, mais il faut souligner aussi que le fait de manifester dans la rue, c'est tout à fait inhabituel dans la culture politique américaine. C'est pas du tout comme en France ou dans d'autres pays européens, et surtout en France. Oui, il faut rappeler que chaque année, il y a à peu près entre 4 et 5 000 manifestations à Paris. Et les Américains regardent souvent avec surprise le fait que la rue soit aussi occupée. Et donc, ceux qui sont allés manifester ont fait vraiment un acte civique assez rare dans le contexte américain. La deuxième remarque, c'est que le choix du slogan « Je trouve no king » est assez efficace et bien trouvé. Comme l'a rappelé David, c'est quand même fondateur dans l'histoire du pays depuis 1776. Et donc, c'est quelque chose d'ailleurs de non partisan qui renvoie à quelque chose de très profond. Et en termes de communication, je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, mais c'est quoi la stratégie derrière ? Alors j'aurais un petit désaccord avec David sur le fait que on ne peut pas attendre en fait d'un leader du Parti démocrate de donner la ligne. Ça n'a pas de sens aux États-Unis. Le Parti démocrate n'existe pas entre 2 élections présidentielles. Il ne sert pratiquement en fait qu'à organiser les primaires et la campagne du candidat. Et le reste du temps, c'est une structure qui est en sommeil et dont personne n'attend rien. C'est les candidats locaux qui font leur campagne. En revanche, je rejoins ce qu'ont dit David et Nicolas déjà sur les checks and balances. On avait appris dans nos manuels que c'était ça la démocratie américaine. Et ce qui est vraiment préoccupant, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'aucun des mécanismes qu'on croyait vraiment exemplaires dans le système américain ne fonctionne aujourd'hui pour résister à la dérive autocratique. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler, Nicolas l'a déjà fait, des choses tout à fait extravagantes comme l'utilisation des poursuites judiciaires à des fins politiques, l'envoi de gardes nationaux sans l'avis des gouverneurs en Californie, des choses comme ça. Alors, je voudrais juste approfondir un point, c'est que ce qui permet au président américain de prendre des décisions, c'est qu'il y a une certaine marge de manœuvre, même si... donc, quand on lit la Constitution américaine, il est chargé de l'exécution, en fait, de l'application des lois. Il n'est pas censé émettre lui-même des actes juridiques. Et ces actes juridiques, on les appelle les executive orders, qui sont du fait même du président américain. Mais ça, c'est inscrit nulle part dans la Constitution. C'est quelque chose qui s'est développé progressivement. Et notamment, Roosevelt a énormément utilisé les executive orders, mais l'ensemble des présidents américains y ont recours. Et il y a déjà eu, juste après le 11 septembre 2001, à l'époque de George W. Bush, un débat sur
les renforcements du pouvoir du président. Et donc, il y a tout un débat constitutionnel qui se développe aux États-Unis depuis fort longtemps sur ces questions. Donc, le président peut de fait recours à des actes sans habilitation explicite du Congrès. Et on attend dans ce cas-là soit une réaction du Congrès qui dit ben non, là vous êtes sur un domaine qui est proprement réservé au Congrès, vous ne devriez pas, mais silence du Congrès, ou on attend quelque chose de la Cour suprême qui, elle, peut annuler un executive orders quand elle constate que le président a outrepassé ses pouvoirs, mais pour le moment, elle ne l'a pas fait. Donc on se demande vraiment où est passée la séparation des pouvoirs. Les seules décisions qui se sont opposées à des executive orders, elles viennent pour le moment de décisions de juges fédéraux, avec aussi une autre chose qui n'est pas vraiment inscrite dans les textes américains, qu'on appelle les Universal Injunctions, qui sont en fait des avis que des juges rendent sur des cas particuliers, comme toujours, ils ont à juger des cas particuliers, mais dont ils considèrent qu'elles devraient avoir une portée universelle sur l'ensemble du territoire. Et donc, les juges fédéraux sont saisis de recours, par exemple sur les licenciements des agents fédéraux ou sur des suppressions d'agences fédérales. Et donc, des juges fédéraux ont suspendu les décisions de Donald Trump en émettant donc ces jugements à valeur universelle. Et mais à nouveau, alors c'est très compliqué avec les États-Unis, c'est que la Cour suprême elle-même peut casser une décision d'un juge fédéral. Et donc, une des choses quand même les plus étonnantes des décisions de Donald Trump, c'était de suspendre le droit du sol, qui est vraiment quelque chose de constitutif dans l'identité américaine. Il y a des juges fédéraux qui ont suspendu l'arrêt de Donald Trump, et en juin, la Cour suprême a suspendu les décisions des juges fédéraux. Et tout ça, en fait, existe dans une espèce de, on peut dire, soit flou juridique, soit souplesse juridique. En temps normal, ça fonctionne assez bien, en tout cas suffisamment bien, mais en temps de polarisation et d'instrumentalisation extrême de la politique, évidemment, là, plus rien ne marche. Nicolas Bavrez. 3 brèves remarques. D'abord, ce qui est impressionnant aux États-Unis aujourd'hui, quand on a l'occasion de dialoguer avec plusieurs parties de la société américaine, c'est la dynamique de la peur. Il y a une vraie peur, y compris dans les milieux d'affaires, mais vous l'avez rappelé, dans les cabinets d'avocats, dans les universités, dans les centres de recherche, c'est spectaculaire. Et donc, cette logique de mensonge et de peur, c'est quand même vraiment au fond des États autoritaires. La deuxième chose qui a été très justement soulignée par Michaela Wiegel, c'est que, et auquel, c'est quelque chose auquel on ne pense pas naturellement en France, c'est que pour l'instant, la Cour suprême, il faut être clair, elle a abdiqué et trahi sa mission, elle a couvert le fait que le Congrès ne joue plus son rôle. Les juristes aux États-Unis pensent que s'il doit y avoir une corde de rappel, ce sera sur le fédéralisme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais eux voient le... Et la troisième chose, c'est que comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution invraisemblable, et c'est un signal d'alerte pour nous aussi, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a 21% d'illettrés. Et donc que cette offensive autoritaire, elle s'installe dans une société qui est une société qui a été déstructurée peut-être par l'argent, par l'obsession de l'argent, mais pas seulement, par aussi un affaissement complet du niveau de la culture et du niveau de l'éducation. Et il faut quand même se souvenir que pour avoir la liberté, il faut des citoyens responsables. Si on veut avoir des citoyens responsables, il faut avoir des citoyens éduqués. Une dernière remarque que j'ajoute à celle de Nicolas, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est passé. Ah mais ça, Allemagne années 30, Italie années 20, ça on le savait. Hein. Le côté rhinocéros, la vitesse, c'est la même mécanique en Allemagne. Il ne faut jamais oublier qu'on a arrivé au pouvoir, tout le monde pense que ça officiellement c'est un gouvernement classique. La logique de la peur s'installe, vous faites des élections derrière, vous avez 90% des voix et ensuite vous détruisez et vous basculez dans l'état totalitaire. On sait comment ça marche.
La référence aux rhinocéros de Ionesco est en effet une référence qui s'impose. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai avec un peu d'optimisme, puisqu'il paraît que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Eh bien, cet adage a peut-être un sens si on jette un œil aux réactions de l'extrême gauche espagnole à l'attribution du prix Nobel de la paix à María Corina Machado, opposante au régime dictatorial commencé en vigueur au Venezuela. Les mouvements Podemos et Izquierda Unida s'en sont donnés à cœur joie. L'ancien vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, figure de Podemos, a déclaré, je cite, « La vérité est que pour attribuer le Nobel de la paix à Corina Machado, qui depuis des années essaie de réaliser un coup d'État dans son pays, on aurait aussi bien pu le donner directement à Trump et même à Adolf Hitler à titre posthume. » Fin de citation. David J. Moi, je voudrais vous recommander, une fois n'est pas coutume, un film qui sort ces jours-ci en salle, qui est l'adaptation du roman d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele, réalisé par un très très grand metteur en scène, Kirill Serebrennikov, qui est un homme de théâtre. Et le film, le livre est intéressant parce qu'il tire deux fils. Évidemment, la traque de cet ange de la mort, un médecin du camp d'Auschwitz qui a pratiqué d'horribles vivisections et autres expérimentations sur des déportés juifs et tziganes. Serebrennikov choisit d'évacuer cette piste pour se concentrer sur une seule chose. Au fond, qu'est-ce qu'un homme monstrueux une fois qu'il est détaché du système monstrueux dans lequel il a prospéré. Et c'est très intéressant parce qu'on croise évidemment le thème de la banalité du mal, parce qu'on a un homme banal face à nous. On croise le thème de la bête traquée, un homme, et c'est pour ça que le livre, comme le film, s'appelle La disparition de Joseph Mengele, c'est-à-dire que cet homme a vécu plus de 30 ans après 1945, mais il a déjà disparu d'une certaine manière. Et on croise aussi la force d'une idéologie nazie qu'il n'a jamais cessé de revendiquer fièrement. Donc c'est un film à la réalisation extrêmement léchée, à la mise en scène extrêmement minutieuse que je vous recommande, et servi par une interprétation de l'acteur allemand August Dill qui est absolument bluffante. Michaela Wiegel. Olivier Guèze, qui était un collègue au Frankfurter Allgemeine Zeitung, comme quoi il y a des grands avenirs. Moi, je voulais recommander un livre qui est au cœur de l'obsession allemande avec la France, c'est-à-dire d'où vient cet endettement faramineux. Et c'est un livre qu'a écrit le directeur de BPI France, Nicolas Dufourcq, à qui on doit déjà un livre très intéressant, mais qui avait fait très peu qui était très peu commenté. Merci Philippe, sur la désindustrialisation de la France. Et là, il poursuit sur la dette sociale de la France de 1974 à 2024. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers des entretiens, comme dans son précédent livre, il montre cette logique, cet emballement de toujours faire plus dans l'état social. Et il y a un chiffre, et je m'arrêterai là, de ces presque 3 500 milliards de dettes françaises, 2 000 viennent de la dette sociale. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander la lecture du livre d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver. C'est sur une guerre oubliée qui était la guerre d'hiver de Finlande entre novembre 1939 et mars 1940. Et c'est une guerre oubliée, mais c'est une guerre qui ressemble trait pour trait à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. On trouve le même degré de cynisme absolu entre Staline et Poutine, le même degré d'incompréhension stratégique, d'incompétence militaire à l'origine, compensé par, j'allais dire, l'effet de masse de la Russie. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il passe d'un camp à l'autre, donc il montre ce qui se passe côté finlandais avec l'héroïsme des soldats qui sont au départ à peu près pas équipés, donc
qui se battent en récupérant l'armement soviétique au fur et à mesure des engagements. On voit la diplomatie, la lâcheté de la France, du Royaume-Uni, de la Suède. Enfin, la Finlande se retrouve seule face à l'ogre soviétique. Et puis on voit un commandement avec le côté soviétique, notamment le rôle absolument calamiteux des commissaires politiques. Donc c'est vraiment un très très bon livre et qui a une résonance actuelle tout à fait étonnante. Je seconde la recommandation de Nicolas Bavrez. Olivier Norek, en dehors du fait qu'il est aveyronais, ce qui déjà le qualifie comme un très grand écrivain, Olivier Norek est normalement un auteur de romans policiers. Il a une façon de construire ses romans qui est toujours remarquable et qui est très présente dans ce roman-là, qui est d'ailleurs qui est un vrai faux roman, si je puis dire. Un roman très documenté, extrêmement documenté, et où on passe tout le temps... C'est autant un livre d'histoire que... Exactement, et c'est aussi un plaisir de lecture. Je ne voudrais pas faire des comparaisons écrasantes, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai relu La Dame de Montsoreau, j'ai retrouvé dans Olivier Norek une construction aussi remarquable que celle, quelquefois, d'Alexandre Dumas. Marc-Olivier Padis. Aussi, dans l'ambiance un peu militaire, je recommande un livre de l'historien Bruno Cabane qui s'appelle « Les fantômes de l'île de Peleliu ». C'est publié au Seuil. Bruno Cabane est un historien de la guerre. Il a beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, d'abord sur la sortie de la guerre et puis ensuite sur l'entrée dans la guerre. Et parce que c'est un historien qui s'intéresse plutôt qu'à l'histoire militaire ou diplomatique, à l'expérience vécue de la guerre, l'expérience des soldats sur le terrain au plus proche du sol. Et Bruno Cabane est installé aux États-Unis, il enseigne à l'Université d'État de l'Ohio. Et là, il s'est intéressé à un épisode de la guerre des États-Unis contre le Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas que Guadalcanal dans les combats qui ont conduit, de l'automne 1944. Il y a aussi un épisode important dans cette île de la Micronésie, donc Peleliu, où l'armée américaine a progressé contre les Japonais. Et donc il s'appuie sur les mémoires qui ont été publiées par un jeune soldat, Eugene Sledge, et aussi donc il s'appuie comme archive sur les archives militaires, mais aussi il s'est rendu sur place. Il a fait 4 voyages. Donc ce livre est assez atypique parce que c'est à la fois un travail biographique sur les jeunes soldats, c'est un ouvrage d'historien appuyé sur des archives, c'est aussi un récit de voyage et une description de ces îles qui ont été colonies allemandes à la fin du 19e siècle et qui ont été complètement ravagées, là c'est la jungle, complètement ravagée par la guerre et qui tentent de continuer à vivre aujourd'hui. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assurera le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui est toujours présent pour répondre aux questions qui tournent autour des plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré notre conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi pour notre dernière conversation avec Stéphane-Antoine Terrenne sur le réseau social LinkedIn et dimanche prochain, une émission en public à l'École alsacienne et à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. À dimanche.